Et comment procéder? Oui, oui. Donc, je vais revenir. On va poser les choses les unes après les autres. Tout à fait. Premièrement, il arrive souvent qu'il y ait des dérives, je l'ai dit, mais souvent par ignorance. Donc, si on veut limiter les dérives par ignorance, il faut insister sur la formation. La formation autant des avocats que des auxiliaires de police, que de la police judiciaire. Et il faut qu'il y ait régulièrement des échanges pour savoir quel doit être le rôle de chacun et qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxièmement, effectivement, il peut arriver que ces dérives portent atteinte à l'honneur, à la dignité ou parfois même au patrimoine de la personne qui est ainsi exposée, injustement ou indûment exposée. Ça peut arriver. Cette personne dispose effectivement de recours. Recours contre la personne qui l'a mise en cause. Ça s'appelle la dénonciation calomnieuse. Quand vous me dénoncez sans fondement, il y a un texte qui dit si je suis relaxé, alors que vous m'avez accusé de ceci ou de cela, si je suis relaxé, j'ai un recours contre vous qui est prévu par la loi. C'est automatique. C'est automatique, il suffit que je fasse constater que vous m'avez accusé de ça et j'en ai été relaxé définitivement pour que automatiquement je saisisse une juridiction pour vous faire condamner pour dénonciation calomnieuse. Mais si aujourd'hui c'est l'État qui est à l'origine ou bien des policiers qui sont à l'origine de ce dysfonctionnement ou de cette dérive, il y a également des recours qui sont prévus. On engage la responsabilité de l'État. Parce que le policier n'agit pas en tant qu'individu lambda, il agit en tant qu'élément d'un organe qui est la force publique. Et donc il n'agit pas en son nom personnel, mais il agit dans le cadre d'une institution organisée qui elle-même est un démembrement de l'État. Donc, s'il y a une dérive de ce point de vue, il y a une possibilité de rechercher la responsabilité de l'État. Christian Perrin, il y a une dernière question. Si je comprends bien, vous avez une relation toute étroite avec la police judiciaire ou bien c'est chacun dans son coin? Je voulais parler du barreau, mais des avocats que vous êtes. Non, nous avons des relations aujourd'hui. Vous savez, il fut une époque où les relations entre les avocats et les forces de l'ordre étaient plutôt conflictuelles. Hein, parce qu'on estimait que le policier, c'était le violeur des droits de l'homme et que l'avocat, c'était l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, c'était des positions caricaturales comme ça qui faisaient que, bon, finalement, on avait les uns et les autres une approche plutôt péjorative ou une vision plutôt péjorative de la mission, de nos missions respectives. Aujourd'hui, nous avons amorcé un autre type de rapport. Parce qu'il faut bien savoir que nos amis qui sont aujourd'hui à la police judiciaire ou qui occupent des postes de responsabilité, ils ont été avec nous à la fac. Certains d'entre eux sont allés à la police, d'autres sont allés à la gendarmerie, d'autres sont devenus avocats, d'autres sont devenus magistrats. Donc il n'y a aucune raison que nous soupçonnions les uns ou les autres d'être des violeurs de droits de l'homme alors que nous avons été formés au même moule. Donc nous avons privilégié ce qui nous unissait et nous essayons de travailler pour avoir des rapports apaisés. Ça ne va pas toujours de soi, mais nous y travaillons et je pense que jusque-là, nous n'avons pas eu d'incident majeur à déplorer de ce point de vue et que nos rapports par rapport à ce qu'ils étaient hier sont plutôt apaisés et sereins. Ouais, une toute dernière question et puis je vais me lever. C'est très rapidement de comprendre avec vous. Est-il normal qu'on se mette à arrêter par exemple les citoyens sous prétexte qu'ils sont mal coiffés, mal habillés, puisque c'est devenu courant? Vous en tant qu'avocat. Je ne sais pas si ça existe. Ça existe? Oui, bien sûr. On arrête des gens parce qu'ils sont mal coiffés. Évidemment, vous avez l'information. Parce qu'ils sont mal habillés, mal coiffés. Parce qu'on estime que la tenue est incorrecte, la jupe fait entrevoir, si vous voulez, l'intimité du corps, etc. Est-ce que ça, la loi... Non, mais ça, je veux bien croire qu'on peut parler d'atteinte à la pudeur, d'atteinte voilà. à... Parce que la tenue serait plutôt provocante et serait susceptible de provoquer des comportements déviants. Mais de là à arrêter quelqu'un parce qu'il est coiffé avec 2 raies ou parce qu'il n'a pas de raies, ou parce qu'il a une boucle d'oreille, je pense que là on verse dans l'intolérance et dans la dérive. Parce que ce n'est pas prévu par la loi.
Chez nous, pour nous les avocats, est-ce que c'est prévu par la loi? Si c'est prévu par la loi, on s'y conforme. Pas prévu par la loi dans le code pénal, s'il n'y a pas un texte qui dit coiffez-vous avec une raie à droite plutôt qu'à gauche. Si ce n'est pas prévu, eh ben, vous ne pouvez pas m'empêcher de mettre ma raie au milieu ou de la mettre derrière. C'est comme ça. Donc, arrêter les gens parce qu'ils sont mal coiffés, je ne sais pas sous quelle Merci beaucoup, Maître Kalina. Merci, Christian Perin. Nous allons recevoir le dernier intervenant, Antoine Dustelmbama, l'avocat, défenseur ou marchand du droit. Antoine Dustelmbama. Maître Lionel Kalina, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que les avocats au niveau de Pointe-Noire sont les défenseurs du droit des justiciables ou alors les marchands du droit? Je trouve que votre question est un peu tendancieuse. Et je dis quelque peu péjorative. Mais je consens quand même à reconnaître qu'elle concentre là l'ambiguïté de la profession d'avocat telle qu'elle est perçue aujourd'hui par les justiciables. Mais c'est une ambiguïté qui a une explication historique. Initialement, les avocats étaient constitués en ordre quasi religieux. On parlait de confrérie de Saint-Yves. Et à cette époque, la mission de l'avocat était essentiellement désintéressée. Historiquement, l'avocat ne pouvait pas demander quelque rétribution que ce soit à son client lorsqu'il plaidait pour lui. Le client donnait spontanément ce qu'il avait et l'avocat n'était pas en droit de contester ou de... Et c'est pourquoi vous voyez sur les robes d'avocat, il y a une espèce d'hermine que nous portons ici, sur le côté. En réalité, c'était une poche qu'il y avait derrière. Et quand l'avocat plaidait, le justiciable qui était content venait mettre des pièces dans sa toge derrière. Un peu comme ces danseurs qui, lorsqu'il a bien dansé ou bien chanté, on lui donne quelque chose sans pour autant que ça ne puisse être en droit. C'était ça à l'époque. Mais ça se justifiait parce que à cette époque, l'avocature était une charge héréditaire qui se consentait de famille en famille et généralement c'était les familles riches qui y avaient accès. Donc c'était des familles qui déjà en arrivant dans la profession étaient à l'abri du besoin. De sorte qu'il était indécent, impensable, compte tenu de leur statut, de pouvoir demander quoi que ce soit pour faire ce qui était considéré comme un acte de noblesse. C'était hier. Et la profession a évolué. La profession a évolué et la modernité a imposé à l'avocat d'autres contraintes, qui sont aujourd'hui des contraintes économiques. L'avocat est aujourd'hui un chef d'entreprise qui a des charges comme tout le monde, qui doit payer son loyer, qui doit payer son personnel, qui doit acheter du papier, qui doit renouveler son parc informatique, qui doit donc faire face, comme n'importe quel chef d'entreprise, aux contraintes de la vie économique et aux nécessités de la rentabilité. Sinon, la structure meurt. Le jour où vous ne serez plus capable de payer votre loyer, on va vous expulser, vous ne serez plus avocat ou bien vous serez un avocat sans domicile fixe. Donc si vous voulez continuer à exercer cette profession, vous devez être en mesure de faire face à vos charges. Et puis deuxièmement, l'avocat gagne sa vie aujourd'hui par ce métier. C'est avec ça qu'il paye les études de ses enfants, qu'il paye sa maison, qu'il paye son carburant. Donc il doit bien en vivre. Et pas en marchant dans le droit. Non, ça c'est péjoratif. On n'a pas à marchander le droit. On ne marchande pas le droit. L'avocat est un prestataire de service. Il vend sa prestation intellectuelle. De manière honnête alors. Mais de manière honnête, de la manière la plus honnête qui soit. Qu'il y ait des dérives ça et là, ça existe, mais où il n'y en a pas. Quelle est la profession qui est à l'abri de dérives aujourd'hui? Aujourd'hui, qui peut reprocher à l'avocat de gagner de l'argent parce qu'il fait son métier? Mais vous voulez qu'il gagne sa vie comment? Il gagne sa vie non pas en marchandant le droit, mais en faisant de la prestation de services juridiques. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un service juridique, vous voulez aller en procès. Pour le faire, vous avez le ministère d'avocat qui est obligatoire. Vous voulez avoir un avocat, mais vous le payez.
Si vous ne le payez pas, comment voulez-vous qu'il continue à être avocat? Et maître, vous avez dit en amont que vous êtes jaloux de votre indépendance. Mais cependant, vous n'êtes pas jaloux de votre éthique. Mais, en quoi est-ce immoral de gagner de l'argent avec son métier? Mais de la manière malhonnête. Mais c'est pas une manière... Qu'est-ce qui est... C'est de l'arnaque, en quelque sorte. Lorsqu'il y a une assignation, par exemple, pour anticiper, Antoine Dustel Mbama, pour être plus clair dans sa question, lorsqu'il y a un procès, il y a une assignation en paiement, vous avez réussi, vous avez gagné le procès, votre client reçoit, par exemple, 18 millions, hein, à la fin du procès, quelqu'un doit verser donc la somme de 18 millions à votre client, et vous, avocat, vous faites de l'arnaque. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais je ne me défends pas. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Qu'aujourd'hui, un avocat, qu'il y ait des dérives, qu'un avocat se comporte mal et fasse ça, il sera sanctionné. Et il y a des voies pour le faire. Vous saisissez le bâtonnier de l'ordre des avocats, vous vous plaignez, s'il y a eu un dysfonctionnement et que cet avocat s'est mal comporté, il sera sanctionné. Si aujourd'hui ça relève du délit pénal, vous saisissez les juridictions compétentes, il sera sanctionné. Donc, dès lors qu'il existe ces recours-là, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'avocat vit de l'arnaque. Combien d'avocats ont été condamnés ou combien d'avocats ont été traînés en justice ou par rapport à toutes les autres professions? Vous savez le nombre de commerçants qui passent tous les jours en procès? Si on prend statistiquement entre le nombre de commerçants qui sont traînés en justice et le nombre d'avocats, vous verrez qu'il n'y a pas match. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de réseau mafieux dans votre milieu. Mais non, il y a eu des dérives. Mais où il n'y en a pas? Vous cautionnez ça? Non, nous ne les cautionnons pas, mais c'est sanctionné. C'est sanctionné. Lorsqu'il y a des dérives, elles sont sanctionnées. Il suffit de saisir les juridictions appropriées. Même si ça doit prendre le temps que ça doit prendre, c'est sanctionné, à ma connaissance. Hein, à ma connaissance. Maintenant, si vous avez d'autres exemples que je connais pas... C'est sanctionné quand votre bouille ne plaît pas au chef qui est là. Mais non, faut pas dire des choses comme ça. Je peux pas... Le jour où vous avez un dossier comme celui-là, saisissez le bâtonnier. Et si le bâtonnier ne fait pas son travail, venez à la télé pour dire, oui, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Bon, parce que comment expliquez-vous ce détournement, j'allais dire, ce retournement des justiciables qui, au lieu de vous faire confiance, vous, justice traditionnelle, aujourd'hui se tourne vers les médias. Parce que quelque part, il y a une malhonnêteté. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Non, c'est pas de la malhonnêteté. Vous savez, nous faisons un métier très difficile. Vous avez, en commençant, vous avez dit, il y a des justiciables qui viennent, ils n'ont pas d'argent. Je peux vous dire aujourd'hui que sur 100% de la clientèle que nous recevons, si ce n'est les 20% ou 30% de sociétés que les uns ou les autres peuvent avoir et qui sont capables de payer, le reste, ce sont des justiciables lambda qui viennent négocier des modalités de paiement, qui viennent faire ceci et qui viennent faire cela. Et pourtant, les procès suivent leur cours. La plupart des procès que nous avons aujourd'hui ici, ce sont des procès en règlement de propriété qui impliquent donc des particuliers. Et pourtant, ces procès suivent leur cours. Mais l'avocat, en général, lorsqu'il n'est pas payé, et c'est souvent le cas, mais personne ne dit rien. Mais lorsque l'avocat gagne le procès et qu'il émet des prétentions, généralement, le justiciable n'est pas content. Parce que tant qu'il n'y a pas d'argent, le justiciable est content. Mais lorsqu'il y a de l'argent, le justiciable ne veut pas payer. Ce qu'il faut, c'est observer les règles. Ça veut dire quoi? Avant chaque procès, il faut mettre en place une convention d'honoraires entre le justiciable et le client pour qu'il ne soit pas surpris par l'honoraire que vous allez lui demander. L'honoraire doit être négocié. Le client doit toujours savoir, quand il fait son procès, que ça va me coûter tant. Et il doit signer. Quand le client vient vous voir dans votre cabinet, vient nous voir, on lui dit, il nous pose un problème, on dit, monsieur, vous êtes venu me voir pour telle procédure, voilà ce que j'envisage de faire, voilà combien de temps ça peut durer, voilà combien ça va coûter. Si vous êtes d'accord, nous vous remercions de nous mettre bon pour accord et de nous retourner le courrier. Lorsque le courrier revient, le jour où l'avocat est payé, ou s'il y a une contestation, il sort son document pour dire, voilà ce sur quoi nous sommes entendus. Pourquoi parfois il y a des problèmes? C'est parce que nous n'appliquons pas ces règles-là. Si nous appliquons ces règles, il y aura moins de problèmes. Mais ce n'est pas que les avocats soient une corporation malhonnête. Maître, vous savez que vous êtes conseil, vous conseillez les justiciables. Mais tantôt, vous savez très bien que ce procès-là ne va pas aboutir, vous prenez quand même son argent.
Mais vous êtes avocat? Je ne le suis pas. Mais comment vous pouvez savoir qu'un procès va aboutir ou pas? Mais Ou bien vous mettez à notre place. quand vous examinez le dossier, Mais comment vous pouvez savoir? C'est nous qui savons. vous pouvez savoir. Mais c'est nous qui savons. Si on le fait, c'est qu'on pense qu'il peut aboutir. Vous ne savez pas. Vous êtes en train de vous Non, mettre... nous parlons de l'avocat. C'est l'avocat. Mais l'avocat, c'est lui Le qui... journaliste se substitue Non, pas à la place de mais l'avocat. alors, quand l'avocat a décidé d'y aller, c'est qu'il pense qu'il peut y aller. Sauf si vous êtes à sa place. Si aujourd'hui un dossier arrive, je vous ai dit, vous m'avez interrogé sur le dossier DSK, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je vous ai dit, si je pense que je ne vais pas y arriver, je n'irai pas. Mais si je pense que je vais y arriver, j'irai. Mais il y a toutes ces préjugés qui sont liés à certains dysfonctionnements, à certaines dérives qu'on a observées là dans la profession, mais qui ne sont pas propres à la profession d'avocat. Vous savez le nombre de policiers qui sont épinglés ici ou là? Vous savez le nombre de militaires qui sont pris? Parfois on nous dit que non, dans les braqueurs il y a eu Comparaison ceci, n'est pas il y a eu... raison, maître. Non, c'est pour vous dire... Est-ce qu'il y a une... Non, c'est pas une comparaison, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement une crise morale qui n'est pas propre à la profession d'avocat. Et la profession d'avocat est peut-être moins affectée que les autres segments de la société. Peut-être moins affectée que les autres Il y a segments. une unité de mesure. Comment? Il y a une Comment vous grille le dites? tarifaire. Comment vous le dites que chez vous c'est moins gangréné que... Mais statistiquement, on regarde au nombre de plaintes que nous recevons. Alors, Au nombre de plaintes que nous recevons, nous regardons au nombre de condamnations qui sont prononcées contre des avocats. Donc il y a aujourd'hui une crise qui n'est pas propre à la profession d'avocat, un affaissement des valeurs morales qui n'est pas propre à la profession d'avocat. On attrape des pasteurs dans les hôtels avec machin, on attrape des ceci avec cela, on nous dit qu'il y a des prêtres qui font des enfants, on nous dit... Mais ce n'est pas propre à la profession d'avocat. Alors, maître, on veut quand même poser la question de savoir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait se convenir avec le justiciable dès l'entame ou dès le début de la procédure. Est-ce qu'il y a une grille tarifaire? Est-ce qu'il y a un pourcentage défini d'avance? Mais non, il ne peut pas y avoir. Nous sommes une profession libérale et Vous indépendante. décidez selon les dossiers. Nous sommes une profession libérale et indépendante. Et à ce titre, l'honoraire se définit entre l'avocat et le justiciable d'un commun accord. Il tient compte d'un certain nombre d'éléments. Il tient compte de la nature du dossier. Il tient compte de la compétence de l'avocat et de sa renommée. Il tient compte de la complexité, de la durée du dossier, des adversaires qu'on peut avoir en face, de l'environnement. Toute une série de critères qui permettent de déterminer l'honoraire. Mais une fois déterminé, il est proposé à l'appréciation du client. Le client peut accepter ou refuser. S'il estime que vous êtes trop cher, il va voir le voisin qui est juste à côté. Mais à partir du moment où il a accepté, il a signé, il doit s'y tenir. C'est un contrat qui se forme entre deux parties. Alors maître, comment appréciez-vous l'aboutissement heureux du procès Fleur Barros? Est-ce que c'est pour vous, on ne peut pas appeler ça une élévation, un honneur? Parce que le Libanais avait semblé dire qu'au Congo, il n'y a pas de justice. Non. Moi, je vais vous dire une chose à propos de ce procès. Ce n'est pas un aboutissement heureux, elle n'est pas payée jusque-là. Elle n'a pas eu un seul centime des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, à son profit. Et puis, je refuse de dire le Libanais, ce n'est pas une justice ethnique, hein. C'est un justiciable qui a dysfonctionné et qui a été sanctionné en tant que tel. Il n'a pas été sanctionné en fonction de sa nationalité, il a été sanctionné pour l'infraction qu'il a commise. Donc je refuse qu'on mette le Sénégalais, le Libanais, le ceci, parce que ça donnerait l'impression que c'est une justice orientée ou ethnique. C'est un justiciable, il a dysfonctionné, il a commis une infraction qui est prévue dans le code pénal et il a été sanctionné à ce titre pour ce qui était prévu. Pour le reste, ce que je déplore, ce n'est pas ce que ce justiciable a pu dire, c'est comment se comporte notre propre justice à l'égard de cette dame. Vous avez parlé de l'aide juridique et l'aide judiciaire. Vous savez que cette dame ne peut pas exécuter sa décision simplement parce qu'on lui réclame pour lever la grosse de sa décision la somme de 30 millions ou de, je ne sais pas, une somme astronomique pour une femme qui ne travaille pas. Donc, à ce moment, en élevant, et ce n'est pas seulement le cas de Fleur Barros, il y a beaucoup de justiciables indigents qui gagnent des procès avec des dommages d'intérêt importants, mais qui ne peuvent même pas lever la grosse parce que
derrière, on leur demande de payer des frais qui sont importants et qui rendent donc la justice inaccessible aux citoyens lambda. Et donc, dans le cas de cette dame, aujourd'hui, oui, justice a été faite, a été dite, mais elle n'est pas encore exécutée. Mais pourquoi elle n'est pas exécutée? Ce n'est pas parce que tel sujet de telle nationalité n'a pas voulu, mais c'est parce que notre propre justice ne lui délivre pas la décision à laquelle elle a droit. Donc, de ce point de vue, je pense que nous avons encore des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire. Alors, quel est le rôle que vous avez joué, vous, les avocats? À ce moment-là, même si elle n'est pas encore entrée dans ses droits, à ce moment, est-ce qu'elle a un droit de recours? Est-ce qu'elle a un recours? Elle a des recours, je pense que ses avocats sont en train de s'y employer. Il y a l'aide judiciaire qui permet de solliciter auprès du juge, auprès du procureur de la République, même si les mécanismes n'en sont pas clairement fixés, mais je pense que le procureur de la République peut prendre une décision, lui octroyant l'aide judiciaire, et à ce titre, la grosse lui sera accordée gratuitement. Maître Kalina, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, il y a certainement un sujet important que nous n'avions pas abordé, que vous aimeriez, vous, évoquer sur ce plateau. Ce serait quoi? Vous avez parlé de cette justice périphérique, de cette justice médiatique avec les citoyens qui maintenant vont vers les médias pour essayer de trouver justice parce que c'est préoccupant. C'est préoccupant. Autant c'est normal que les gens puissent se dire qu'on va avoir recours à l'opinion publique parce que le souverain juge, parce que toutes les décisions sont rendues au nom du peuple congolais. Donc lorsqu'on a l'impression que les décisions qui sont rendues ne reflètent plus ce que le juge suprême, le peuple congolais pense, on a tendance à aller directement vers ce juge-là en passant par les médias. Ce faisant, ça traduit une crise de confiance. Une crise de confiance dans l'institution judiciaire, une crise de confiance dans les avocats, mais une crise de confiance générale dans l'État ou dans la capacité de l'État à donner la justice. C'est bien ce que vous faites, vous éclairez l'opinion publique, vous avez un rôle pédagogique, mais vous devez rester à votre place. Vous devez rester à votre place. Vous ne pouvez pas vous substituer aux juridictions. Parce que ce qu'on voit parfois, c'est ça peut confiner à cela. Lorsque les justiciables, plutôt que